Nous sommes de retour dans votre émission Angle de vue, l'émission de la presse locale, et nous recevons aujourd'hui Marie-Josée Ali. Nous allons maintenant nous intéresser à votre casquette d'écrivaine. Oui, Marie-Josée Ali, car pour préparer cette émission, moi j'ai bouquiné. Vous l'avez dit, hein, vous avez dû arrêter un moment votre carrière de journaliste pour vous consacrer à l'écriture. Vous avez plusieurs ouvrages à votre actif, mais aujourd'hui on va s'intéresser au tout dernier, votre toute dernière production littéraire, ce petit ouvrage paru en avril dernier chez K Éditions. Il s'intitule « Palais-Poutane, tout ce qui fait que nous sommes nous ». Je prends quelques instants pour replanter le contexte, parce que Palais-Poutane, avant d'être devenu ce livre, c'était l'intitulé d'un cycle de rencontres que vous avez tenté d'initier en Martinique en 2023. L'ambition était la suivante, et là je vous cite, page 72, une conversation ouverte, commune après commune, entre descendants de colons et descendants d'esclaves pour mettre les urines au clair et museler le silence. Fin de citation. Alors, mettre les urines au clair, c'est-à-dire c'est-à-dire avoir une lecture à la fois décomplexée, limpide et dynamique de ce que nous sommes réellement. Ça fait 170 ans, fin de l'abolition de l'esclavage et tout ce qui... 170 ans qu'entre descendants, au pluriel, nous ne nous sommes jamais parlé des vraies questions, c'est-à-dire la question fondamentale. Que sont devenues toutes les idées et toutes avec lesquelles nous avons vécu pendant toutes ces années, commerce triangulaire, esclavage, les plantations. Derrière l'abolition, après l'abolition, il y a eu toute une période où on était effectivement considéré, on était sous un régime colonial, dont on ne sait pas très bien pourquoi il était colonial, puisque colonial, ça veut dire quelqu'un qui rentre chez l'autre et puis qui est un colon par rapport à un peuple premier. Il n'y a pas de peuple premier ici. On est tous arrivés en même temps. Il y en a qui étaient sur le pont, il y en a d'autres qui étaient dans la cale. Les esclaves et puis les colons. Mais parce que la couleur de peau, parce que quoi? Parce que anciens esclaves, parce qu'on est des colonisés. Le statut de colonisé n'est pas le même que celui de colon. Donc tout ça, il y a quand même des choses à nettoyer pour qu'on arrive à se considérer et non pas à tout le temps fonctionner dans le déni de notre propre histoire, dans le déni de ce que nous avons vécu, dans le déni relationnel, où finalement il y a des haines qui s'enquistent, il y a des boucs émissaires qui se mettent en place, ce qui me gêne, c'est que qu'il y ait des guerres qui s'incrustent et tout. Bon, ça, de toute façon, moi je suis une pacifiste, mais ce qui me gêne, c'est que ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'avancer. Et je me dis, c'est votre postulat, voilà, cette situation nous empêche d'avancer. C'est une blessure, c'est un mal, c'est une gangrène. Voilà, c'est créer une conversation décomplexée où on parle, où on pose des questions, où sont assis côte à côte les béquets, puisqu'il faut dire, il faut appeler un chat, un béquet, les béquets, et nous autres, les mélangés, les descendants d'esclaves, etc. Et pouvoir, dans le même espace, qui est un espace populaire, qui n'est pas un espace sanctuarisé, une salle de conférence, l'université, tout ça. Non, c'est les mairies. Ça devait se passer dans les communes. Je dis ça devait parce que cette conversation, finalement, n'a pas pu avoir lieu. Vous aviez l'accord de 32 des 34 communes de Martinique pour accueillir cette fameuse conversation. C'était un itinéraire qui devait débuter le 3 mai 2023. Et puis ces rencontres, je l'ai dit, n'ont pas eu lieu. Vous avez annulé l'ensemble de la tournée après avoir reçu, et on va en parler, des menaces et des insultes. Et un an après, dans cet ouvrage... Je tiens à dire, ce n'est pas les menaces et les insultes qui m'ont conduit à l'annulation. C'est-à-dire que je me suis dit, j'attaque le truc sur le mauvais angle. On va faire les choses différemment. Parce que j'ai entendu la colère, mais je me suis fait traiter. On en parlera, justement. J'ai des petites questions à vous poser dessus. En tout cas, ça nous ramène à l'ouvrage qui vient un an après. Et vous revenez sur cet épisode qui a été douloureux pour vous. Vous nous racontez le projet, les causes supposées de son échec. Et puis, vous questionnez aussi en filigrane, sans phare, ce pays, ses maux éternels et son devenir. Et vous assumez vos positions et vos points de vue sur la question. Alors, on va d'abord revenir sur l'initiative elle-même.
vous en avez un peu parlé à l'instant, ouvrir le débat sur une possible réconciliation entre, pour le dire de manière prosaïque, je ne suis même pas arrivée jusque-là. Je ne parle même pas de réconciliation possible. Je dis simplement déjà, vous en parlez à un moment, vous utilisez ce mot hein, mais je dis, mais on se parle d'abord, et puis on voit s'il y a réconciliation, ou bien on se retrouve dos à dos, mais au moins on se parle pour savoir de quoi on parle. Alors vous n'êtes pas la première à avoir voulu initier ce dialogue, cette conversation entre ces communautés qui sont les nôtres, les descendants de colons, les descendants d'esclaves. On pense au court baril qui avait été planté, l'arbre de la fraternité, planté par Aimé Césaire à l'habitation Clément il y a 23 ans. L'association Tous Créoles, c'est aussi un petit peu son leitmotiv. Elle est née en 2007. Vous, avec Palais Poutante, quelle approche nouvelle ou différente vous entendiez apporter? Pourquoi vous, Marie-Josée Ali, prendre ce combat-là? Parce que je pense que c'est un combat qui doit être pris par la société civile, d'abord. S'il est pris par les politiques et les élus, c'est un combat qui va prendre une tournure politique. Un élu qui est majoritaire dans sa commune, qui a été élu, va proposer un truc, ça va devenir l'objet de son mandat. Et toute l'opposition qui existe et qui est démocratiquement responsable de ses propos va dire non, nous pas qu'à suivre, monsieur. Pour moi, il fallait vraiment que ça vienne de la société civile. Ça m'est apparu comme une sorte d'inspiration. Il fallait que ça vienne de la société civile. Et ce que j'apporte de différent peut-être par rapport à ce qu'a pu faire Tous Créoles, Tous Créoles a révélé qu'il y a un espace pour pouvoir faire entendre une parole qui soit une parole qu'on soit capable de partager, y compris de s'insulter avec élégance. On peut s'insulter avec élégance. On n'est pas obligé de se honnir avec haine. Et moi, c'était ça. Mais dans Tous Créoles, finalement, j'ai discuté avec des gens, avec des pêcheurs, puisque bon, moi, je suis du diamant, j'aime le diamant, je connais les gens du diamant, et je discute avec eux un peu et qui me disaient, mais le truc qui est intéressant dans ta proposition, c'est qu'on va se retrouver. Moi, mon paquet venu en conférence, dans une pièce fermée, au PLM Batelière, enfin, je m'excuse, hein, je cite un espace ou dans un endroit où je ne serais pas à l'aise. Par contre, l'emmènez-moi, c'est à moi. Donc, je vais venir. Et c'est la première fois que je vais me retrouver assis à côté ou assise à côté d'un béquet pour parler, parce qu'en plus, ce découpage, l'intérêt de ce découpage, c'est qu'il interpellait les gens de l'endroit. Les béquets qui habitent le nord ne sont pas ceux qui habitent le sud, et la relation qu'ils ont avec la population, celui de Grand-Rivière ou de Basse-Pointe ou du Prêcheur avec celui de Sainte-Anne ou du François, c'est pas la même chose. Il y a des histoires. J'avais envie de rentrer dans cette dimension de rencontre et de dialogue à travers les histoires particulières, les histoires personnelles. Les rencontres, mais on découvrirait des choses extravagantes. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même il y aurait des révélations sur qui est la famille de qui, comment, et puis qui est finalement le... Mais ça, est-ce que ce n'est pas votre fantasme? Parce que... Non, parce que c'est en discutant avec les mairies. Alors finalement, donc, ça devait démarrer, et vous évoquez dans le livre ce 3 mai, Médiathèque du Lamentin, vous arrivez et vous trouvez... Non, j'arrive pas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que 2 jours avant, on a commencé à avoir des tracts qui partaient pour dire « Bagaïta la pakaï faite ». Alors justement, sur l'hostilité déclenchée par votre initiative et tous les messages que vous avez reçus et puis ces mobilisations qu'il y a eu notamment devant la médiathèque du Lamentin, vous dites, page 37, je cite, « Ma première réaction est la stupéfaction, j'avoue. Je me suis focalisée sur la réticence des béquets, pas sur celle des non-béquets, tellement persuadée qu'on avait tous à gagner à vider notre sac. Je n'avais pressenti ni l'interprétation qu'on ferait de ces rendez-vous, ni le réveil de la haine et le refus bloqué que cette interprétation entraînerait. » Fin de citation. Mais à vrai dire, Marie-Josée Ali, votre surprise me surprend. Comment, en 2023, à l'aune de tous les événements qui ont secoué notre territoire, ne serait-ce que ces dernières années,
non-lieu dans le scandale du chlordécone, mobilisation des RVN, statut déboulonné, habitation vandalisée, crise du pouvoir d'achat. Comment vous pouviez penser que la tenue de ces conversations entre descendants de colons et descendants d'esclaves puisse se dérouler sans tension, sans crispation, que tout le monde serait là au calme à échanger? Non, j'ai jamais pensé qu'on serait là au calme. Vous êtes parti dans le combat sans bâton? Non, pas du tout. Je suis partie avec l'idée simplement qu'on est en train de rentrer dans un combat, justement, sans avoir préparé la guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, à aucun moment, on ne sait parler. Moi, je crois en l'échange. Je crois en la parole. À aucun moment, on a parlé entre personnes. On est sur un tout petit territoire. On est sur une île qui fait 80 km sur 30 et qui a le bonheur et l'enrichissement extraordinaire d'accueillir à peu près toutes les ethnies de la planète. On est dans un espace contraint où on a été finalement condamné à continuer à vivre ensemble sans avoir jamais parlé de ce qui nous est arrivé les uns avec les autres. Je parle du fond du problème. Le travail de Donc, mémoire tout le travail de mémoire n'est pas engagé sur ce que... Moi, le travail de mémoire, c'est un truc que je respecte éminemment. Il participe de cette conversation. Bien sûr, mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la conversation sur la façon dont chacun se définit dans ce qu'on est aujourd'hui. Qu'on s'écoute. Après, on peut se détester, mais on saura pourquoi on se déteste. On ne se détestera pas sur des fantasmes, on ne se détestera pas sur des idées, on se déteste des idées préconçues, on ne se détestera pas sur des blocages qui ont été établis et qui finalement masquent une partie de la réalité et révèlent des choses qui sont en nous et qui ont besoin de s'exprimer. Non, je dis simplement que ce n'est pas normal pour des gens adultes que 170 ans après, on ne se soit pas parlé. On nous a laissé partout ailleurs quand il y a eu ces problèmes-là, que ce soit l'Afrique du Sud, il y a eu des espaces de parole qui se sont mis en place pour que la parole... Je parle du Rwanda, où il n'y a même pas de question il y a des questions d'ethnie. Au Rwanda, c'est 3 millions de personnes qui ont été assassinées. Et dans la foulée, il a fallu continuer à vivre ensemble. Nous, on a continué à vivre ensemble après l'horreur de l'esclavage et de l'exploitation sans jamais avoir parlé des choses. Ça veut dire qu'on s'est embarqué, on a continué à vivre dos à dos en faisant semblant de se parler au quotidien. Passe-moi le beurre, passe-moi le sel, négociation salariale, machin. Oui, je viens à l'enterrement, mais on ne s'est jamais assis là en disant « mais attends, qu'est-ce que tu penses ?» Je suis en train de casser le décor, c'est vachement bien. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Comment tu vis? C'est quoi tes ancêtres à toi, Béké? Comment tu vis la relation avec tes ancêtres? Comment tu vis la relation avec nous aujourd'hui? Moi, nègre, comment je vis la relation avec toi? Sur quoi ça achoppe sur l'économique, sur le truc. Tu tiens les rênes économiques. Mais pourquoi vous faites communauté? Pourquoi nous, on se sent... c'est des questions... je n'ai pas toutes les questions. Moi, j'attendais que la population pose les questions. Mais Marie-Josée Ali, vous en avez quand même... Vous avez été traitée de tous les noms, vous avez été soldée d'être à la solde des béquets en pleine pandémie. Comment vous avez vécu tout cela? Vous avez aussi pris position pour la vaccination, puisqu'on était en pleine pandémie de Covid. Comment vous avez vécu ces attaques? J'en ai eu beaucoup dans ma vie, des attaques. Après, c'était quand même particulièrement virulent. Oui, c'était virulent. Mais si vous voulez, ce qui m'a frappé dans ces attaques, c'est que pour moi, ça a mis en lumière une vraie souffrance. Je n'ai jamais considéré, et je dis toujours... Mais dont vous n'aviez pas conscience jusque-là? Ah si, mais je l'avais devant, là, en face de moi. Quand on vous vocifère, sale chienne, suceuse de béquet, et que ça, moi, je le reçois, je le prends, et que je ne vois que dans cette bouche ouverte qui m'insulte, je ne vois que de la souffrance, je sais de quoi je parle après. Je sais de quoi je parle. Ça n'a jamais réveillé aucune haine et aucune envie. Bon, moi, je ne suis pas non plus Mère Teresa. Hein. J'ai eu envie de foutre des baffes et puis de les clouer au mur et puis de leur dire et respectez-moi, t'es bon l'homme. Ou pourquoi t'es qu'à sortir en néant comme t'es en gamoun. OK, mais ça, c'est des relations normales, je veux dire. Mais ce qui m'a percuté, c'est qu'il y a une souffrance globale ici, dans ce pays, qui mélange toutes les douleurs. Le chlordécone, et puis on a de quoi faire, hein. Franchement, entre le chlordécone, la vie chère, la façon dont le Covid a interpellé
nos vies de façon, d'une manière qu'on n'a même pas su expliquer. C'est pour ça que je fais un long passage sur tout ce que le Covid a arraché de nous et la façon dont il nous a mis à nu de nous-mêmes et qui nous a empêchés de vivre notre relation au monde qui est composée de choses qui se déroulent tout au long de l'année. Je dis tout ça. C'est pour ça que ce livre, en fait, il raconte cette histoire, mais cette histoire a été un déclic pour moi. J'ai eu enfin envie de parler de mon pays. J'ai accepté l'idée que je pouvais parler de mon pays et partir en dissidence, prendre des chemins de traverse pour raconter comment je le vivais, comment je le sentais, comment je vivais mon amour pour ce pays. C'est vrai qu'on le ressent et dans cet ouvrage, vous nous racontez aussi la jeunesse de Palais-Poutan, toutes ces personnes que vous avez rencontrées. Vous avez parlé des pêcheurs du diamant, vous êtes allé aussi dans les mairies, vous dites j'ai appelé au standard pour expliquer ce que je voulais faire. Et vous avez souvent entendu de la bouche de ces personnes, il est temps, enfin vous le dites, il est temps de le faire. Alors ça, clairement. Vous dites que vous avez rencontré Garcia Malsa qui, lui, vous a plutôt dit non, ne le faites pas. Non, il a dit, je ne crois pas en la capacité de dialogue. Il m'a dit, je ne crois pas en la capacité de dialogue des béquets, mais il ne m'a jamais dit de ne pas le faire. Alors, mais moi j'ai une question parce que dans le livre, vous ne parlez pas des béquets que vous avez peut-être ou pas rencontrés. C'est ma question. Vous parlez d'Emmanuel de Rênal, hein, lui qui a accepté, donc membre de Tous Créoles, et qui avait accepté de participer à ces 32 tables rondes prévues dans l'ensemble des communes, enfin dans 32 des communes de Martinique. Lui avait participé, enfin accepté de participer. Vous lui rendez hommage d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est proche de vous. C'est un ami. Disons que c'est pas ça. J'ai de l'admiration pour lui parce que le combat qu'il a engagé, c'est un combat qui n'est pas facile, même au niveau de sa propre communauté. Il est peut-être d'ailleurs le seul, c'est d'où ma question. Est-ce que vous avez rencontré, de même que vous avez rencontré tous les maires, est-ce que vous avez rencontré d'autres représentants de la communauté béquet qui est Emmanuel de Rênal? Est-ce que vous avez rencontré par exemple Bernard Ayotte, qui est une des figures emblématiques? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que ils vous ont dit aussi il est temps de faire ce genre de dialogue? Est-ce qu'ils étaient prêts à venir aussi à la table dans les communes? Quel béquet était prêt à se déplacer? Ce que j'ai réalisé quand je les ai rencontrés, parce que j'ai rencontré Bernard Ayotte, Frédéric Delucy et tout ça, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas du tout conscience du désamour dans lequel ils étaient. De la population. Ils n'en avaient pas conscience. Ils n'en avaient pas conscience parce jusqu'à présent, ils sont. Non, mais je ne sais pas. Malgré je ne sais pas. Je sais pas. Donc ils ont pris conscience de ça parce que dans ma discussion, j'ai mis le doigt dessus. Mais je ne sais même pas s'ils n'en avaient pas conscience ou d'une certaine façon ils passer au-dessus de tout ça. Et puis, c'est un peu des guerriers là, qui vivent dans leur territoire et puis qui défendent leurs trucs. Est-ce qu'ils passent au-dessus, selon vous, ou est-ce que ça n'est pas un sujet de préoccupation pour eux? Ce n'est pas vrai. J'ai vu des choses... Non, mais j'ai vu des choses étranges. J'ai vu un mec comme Éric Delucy pleurer à Sarcelles, devant le mur des noms qui a été fait des esclaves, en fait, des noms d'esclaves et tout. Il y a des prises de conscience aussi qui se sont faites de leur côté, j'imagine. Et c'est ça que j'avais envie d'entendre, de savoir jusqu'où allaient ces prises de conscience et ce qu'on pouvait en faire. Parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas un truc qui vient spontanément à tout le monde de décider qu'on est la partie négative de la société, qu'on est la partie diabolique de la société, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on est descendant de gens dont on ne peut même pas parler parce qu'ils sont des esclavagistes, etc. J'imagine que pour eux, c'est ça le truc. C'est compliqué. Nous, vous, je vous regarde toutes les trois, on est, avec tous les mélanges que nous avons, nous portons en nous la chaîne et le fouet. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se raconter. Et je dis très franchement que moi, ma part africaine, ça a été tellement facile pour moi de la porter parce le tambour bat le rythme de mon sang, mais c'est inévident. Par contre, la partie qui n'est pas africaine de moi, il faut que j'apprenne à l'aimer. Certains diraient que vous êtes une mulâtresse. Donc vous êtes, mais vous êtes mélange, vous êtes un mélange. Il n'y a personne qui est africain pur souche là. Donc, il faut accepter, il faut arriver à aimer cette part de... Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, je parle pour moi. Cette part de moi-même, je me suis prise par la main pour arriver à l'aimer, pour arriver à la personne que je suis aujourd'hui dans son entièreté. Donc, c'est votre démarche ou est-ce que c'est une démarche que
que vous faites au nom aussi du peuple, d'une certaine partie de la Martinique? Alors, ma démarche, je n'ai pas de Sans démarche. avoir de mandat, parce que les gens se donnent parfois des mandats. C'est ça qu'il faut essayer de C'est pour vous, c'est votre cheminement. Ce n'est pas pour moi non plus. C'est juste que la seule démarche que j'ai, c'est de provoquer le déclic de se parler. Zieblé pas cabri les nègres. Ça pas vrai. Donc, il faut se parler. Parce que je crois que de l'échange, de la parole et du dialogue, il naît quelque chose d'autre. Il naît le troisième personnage qui est celui qui est créé par la rencontre. Bon, et pourquoi vous n'êtes pas allée jusqu'au bout, Marie-Josée Ali? Parce qu'il y a eu quelques insultes de mairies. Des mairies ont annulé. Il n'y a pas eu plus que... Mais il y en a qui étaient d'accord pour quand même y aller. Non, pourquoi mais vous avez décidé parce que d'annuler? je ne suis qu'un être humain. Et que c'était très compliqué pour moi de me réveiller tous les matins et de ne pas savoir si oui ou non ça allait avoir lieu, parce que je n'étais pas seule, parce qu'il y avait une sociologue, il y avait une psychologue, il y avait Emmanuel de Rênal, il y avait les maires qui étaient là, qui avaient préparé leur truc, qui avaient sorti des archives, on a préparé des images pour raconter la traite, pour raconter l'esclavage. Il ne s'agit pas de gommer les choses. Hein. Il ne s'agit pas, pour moi, c'est pas Horace gratis et puis on s'embrasse sur la bouche. C'était pas ça du tout. On sait pourquoi on ne s'embrasse pas sur la bouche, parce qu'on aura parlé. On sait pourquoi on va s'embrasser sur la bouche, parce qu'on aura parlé. Mais cet échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour ça? Ce n'est pas un échec. Ou cette non-tenue des conversations? C'est non-tenue des conversations à ce moment-là, c'est par respect pour les mairies, parce qu'elles étaient enthousiastes, elles avaient mis tous leurs trucs et que j'avais absolument pas envie qu'elles se retrouvent dans la situation où elles sont crispées et tout. Moi, je ne suis pas une politique, je n'ai pas fait de politique, je ne suis pas une élue, mais je sais ce que les élus vivent, surtout aujourd'hui, et je n'avais pas envie de participer à quelque chose qui les rend encore plus mal à l'aise et mal dans leur espace que ce qu'ils vivent déjà. Bon, ça c'est une première chose. Et de toute façon, je ne pense pas une seconde. Ça a été révélateur d'un truc extrêmement important. Il y a quoi? Il y a un groupe de gens, 15 personnes, 20 personnes, qui bloquent une manifestation. Les qui disent RVN, on ne fait pas. Enfin, les personnes, non, mais je nomme personne. Je dis par exemple. Vous dites qu'ils vendaient des globalement, mais... oui, c'était vraiment les extrêmes. Bon. D'accord. 15 personnes qui bloquent un truc. Qu'est-ce que dit la République? La République française dit, eh ben, on fait évacuer ces gens-là avec les gendarmes. Et moi, j'ai dit non. Ce n'est pas possible dans notre pays, c'est une lecture. Là, on ne peut pas avoir de notre système, de notre schéma de fonctionnement et de notre possible, on ne peut pas avoir la grille de lecture occidentale. Ce n'est pas possible. On n'a pas ces outils-là parce qu'on a une histoire qui est la nôtre et que la matraque du gendarme pour pouvoir installer un espace de conversation, c'est antinomique par rapport à nous. Ça veut dire qu'il nous reste quoi? Vous leur avez proposé de venir discuter, j'imagine. Bien sûr. Et ils ne voulaient pas. Non, ils ne voulaient pas parce qu'ils étaient déjà... Ils m'ont dit ouais, que j'aurais dû venir les voir avant pour savoir s'ils m'autorisaient à faire ce truc-là. Moi, personne ne m'autorise à rien faire. Je fais ce que j'ai à faire. Tu sais, toute ma vie a été comme ça. Brusquement, il y a un groupe de gens, que ce soit les béquets, les non-béquets, l'État ou tout ça. Il n'y a personne qui m'interdit de faire quoi que ce soit. Ce n'est que partie remise, Marie-Josée Ali. C'était juste une question de contexte. Ce livre-là, c'est quoi? C'est la possibilité, dans ce livre-là, d'aller dans toutes les communes pour faire la même chose. À travers l'ouvrage. Donc, on reprend les conversations, mais l'angle d'attaque est différente. Je n'ai plus la prétention de vouloir... C'était tellement sympa, c'était tellement génial, les 32 communes, et puis l'une après l'autre. Et puis, j'avais étudié la façon dont les gens... Bien que ça s'est heurté à la réalité, finalement, puisque ça a pas pu avoir lieu. Ça s'est heurté à une partie de notre réalité. Okay. Par contre, ça s'est noyé dans la grande théorie du silence. Voilà. Nous sommes dans un pays où, quand je discutais avec les gens, les coups de téléphone, j'en ai eu des coups de téléphone, mais oui, il y a qu'à Faucon. OK, mais côté autres, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, il faut le dire, parce que la seule arme que nous ayons, c'est nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas appeler les gendarmes. Parce que c'est hors de question de faire ça. Donc, à mes propres frères. Qui vous désignez par ces personnes trop silencieuses? La majorité de la population qui attend, qui a parfois... J'aime les gens, hein, je les aime. Mais c'est pas Roland-Garros, la vie en Martinique. C'est pas un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, je regarde ce qui se passe. Non, on est investi. Tout simplement. Je dis pas que je ne parle pas de ceux qui ont la préoccupation de remplir leur assiette demain. Je parle de ceux qui ont pris le temps de m'appeler pour me dire mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu aurais dû... Je dis, mais alors, écrivez, faites quelque chose. Des intellectuels, des politiques. De tout, mais j'ai conscience d'un truc, c'est qu'il y a
une force de silence. Ouais, et c'est ça. Vous Je parlez veux dire, de la rumeur, tout le monde parle sous le manteau, mais sous le manteau, mais là, là, il y a une force de silence dans notre pays et il faut le casser, le silence. Et c'est ça que ça fait, ça casse ce silence-là. Ça arrange tout le monde, le silence. Ça permet à chacun de s'abriter derrière ce n'est pas une porte. Et pourtant, il y a tellement de gens courageux. Il y a tellement de gens courageux dans leur quotidien. Et si on ne va pas chercher, si on ne va pas dessouquer, chercher les choses à la racine pour les sortir, on n'y arrivera pas. On n'a pas de futur. Alors Marie-Josée Ali, on ne va certainement pas vous réduire au silence, mais on va remarquer une courte pause avant de se retrouver pour la dernière partie de l'émission.